les mesures faites des paramètres cosmologiques, il y a une foison d'observations en cosmologie, tendent toutes à montrer actuellement quelque chose qui est très mystérieux, à savoir que la matière qui compose l'univers est complètement inconnue au bataillon. C'est un mélange de 30% de matière noire, dite non baryonique, qu'on n'a jamais vue sur Terre, et les 70 autres pourcents, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire, ou parfois une constante cosmologique. On ne sait pas non plus ce que c'est. Et la matière dont vous et moi et les étoiles sommes faits, eh bien, représente qu'une fraction, un minuscule pourcentage de cette matière totale. Donc ça, c'est mystérieux. Alors, ou bien ça veut dire que grâce à la cosmologie, en utilisant la relativité générale, on apprendra plus de choses sur la matière, c'est la tendance actuelle, on est optimiste. On parie sur les équations d'Einstein, on espère pouvoir les utiliser en cosmologie pour en savoir plus sur la matière noire et l'énergie noire. Ça, c'est le scénario optimiste. Le scénario pessimiste, c'est qu'en fait, la théorie qui sert de cadre pour interpréter ces mesures, à savoir la relativité générale, eh bien, a un bug quand il s'agit de traiter de la cosmologie. Donc là, il y a peut-être une limite de la relativité générale. Bonjour, c'est Chris Esson. Aujourd'hui, je vais montrer qu'effectivement, la science moderne a un énorme bug, hérité des idées d'Einstein, qui a conduit la science officielle et l'humanité tout entière dans un schéma de pensée totalement erroné, et qui a malheureusement servi de cadre à la relativité générale et à la physique quantique. Même si ces deux théories sont parties d'une base commune, à savoir un vide complètement vide, elles sont aujourd'hui totalement incompatibles, et la théorie de la grande unification est le rêve, ou plutôt le cauchemar de tout physicien aujourd'hui. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, et voir quelle est l'alternative qui apporte des solutions simples aux nombreuses interrogations soulevées par les incohérences de la science officielle, je vais retracer la genèse de ces théories et démontrer l'énormité du bug qui repose uniquement sur l'incompréhension de cette notion de vide qui constitue l'univers. La relativité et la physique quantique ont été construites en partant des hypothèses d'Einstein. Écoutons ce qu'en dit Étienne Klein, dans une conférence dédiée au génie italien de la physique quantique, Ettore Majorana, mystérieusement disparu en 1938. Ça se passait en 1926. Et Fermi avait commencé, comme beaucoup à l'époque, à étudier la relativité générale, hein, qui avait eu son heure de gloire avec l'éclipse de 1919, hein, qui avait montré qu'en effet la lumière est courbée par les étoiles comme Einstein l'avait prévu. Et cet événement, je pense qu'on a du mal à en mesurer l'ampleur aujourd'hui, a fait la une des journaux dans le monde entier. C'était la fin de la guerre, les gens avaient envie de nouveautés, puisqu'ils voyaient bien que le système ancien avait abouti à la barbarie. Et donc voir qu'un physicien a montré, ou plutôt qu'une expérience a montré qu'un physicien qui pensait que les relations entre l'espace, le temps, la matière, l'énergie étaient différentes de ce qu'on pensait, évidemment ça a attiré l'attention de tout le monde et ça a provoqué un enthousiasme presque universel. Et Fermi, lui aussi, a été complètement fasciné par cette aventure, a appris en autodidacte la relativité générale, et ensuite il est parti se former à la physique quantique naissante dans les meilleurs laboratoires de l'époque. Einstein avait effectivement prédit la courbure des rayons lumineux dans un champ de gravité, et l'humanité entière pense que c'est une découverte issue de sa théorie de la relativité générale, alors qu'en fait, cette affirmation provient d'une publication d'Einstein du 21 juin 1911, s'appuyant sur les hypothèses physiques inverses de celles qu'il utilisera 4 ans plus tard pour la relativité générale. Ce qui démontre que deux jeux d'hypothèses physiques totalement opposés permettent d'arriver au même résultat. La relativité générale suppose que le vide est totalement vide et que la vitesse de la lumière est constante, dans un espace courbe. Les hypothèses inverses sont donc un vide qui n'est pas vide, une vitesse de la lumière variable et un espace qui n'est pas courbe, mais droit. La question fondamentale de la physique se résume à cette question toute simple en apparence. C'est quoi le vide? La science moderne supposait encore depuis peu que le vide était vide, mais cette hypothèse est régulièrement mise à mal. Les cosmologistes ont été contraints, bien malgré eux, de rajouter cette notion d'énergie noire.
Et la physique des particules admet aujourd'hui que le vide est plein de bosons de Higgs, qui forment le champ de Higgs. Écoutons à nouveau Étienne Klein, dans cette interview sur le boson de Higgs. On va comprendre que la masse des particules élémentaires n'est pas une notion primitive qu'elles acquièrent du seul fait qu'elles sont des particules de matière. On va comprendre que la masse des particules élémentaires est une propriété secondaire qu'elles acquièrent du fait de leur interaction avec le vide, qui n'est pas vide. Donc à la fois la relativité générale et la physique des particules, née de la physique quantique, contredisent leur propre hypothèse fondatrice d'un vide supposé réellement vide. La remise en question de ces hypothèses fondatrices devrait pourtant conduire à devoir revoir entièrement ces deux branches de la physique. Mais il est beaucoup plus confortable de chercher à rafistoler chaque théorie. Ces deux théories sont tellement incompatibles entre elles qu'elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un chiffre concernant la densité d'énergie du vide. C'est ce qui s'appelle la catastrophe du vide. Car le désaccord ne porte pas sur un coefficient 10, 100, 1000 ou 1 million, voire 1 milliard de fois. Non, ce chiffre est tellement énorme, gigantesque, que ça en devient ridicule. Le désaccord porte sur un coefficient 1 suivi de 123 zéros. Oui, vous avez bien entendu, il faudrait dire des milliards de fois en prononçant le mot milliard au moins 13 fois. Mais oser remettre en question ces deux théories pour un physicien est totalement tabou. Et c'est pourtant ce que je vais faire aujourd'hui, en repartant du troisième pilier de la physique fondamentale, à savoir la théorie de l'électromagnétisme, qui se résume aujourd'hui à quelques formules purement mathématiques, et dont le sens physique sous-jacent a été totalement oublié. Dans cette publication qui date de 20 ans, les deux physiciens Germain Rousseau et Étienne Guyon démontrent que la théorie de l'électromagnétisme est une théorie de mécanique des fluides. Il est probable qu'ils n'ont pas cité volontairement la théorie originale de Maxwell de 1864 dans leur publication, de peur de faire des vagues dans le milieu scientifique. Car effectivement, toute la théorie de Maxwell s'appuie sur cette notion de fluide remplissant le vide, qu'on appelait l'éther, avant que cette notion tombe aux oubliettes de la science moderne. Dans ce monument de la physique, Maxwell a parfaitement compris que ce fluide est capable d'emmagasiner deux types d'énergie interchangeables. Une énergie cinétique sous forme de déplacement tourbillonnaire de l'éther, le magnétisme, et une énergie potentielle de déformation élastique, l'électricité. La formulation moderne des équations de Maxwell jette un voile pudique sur une entité fondamentale de l'électromagnétisme, le potentiel vecteur, qui n'a pour la science moderne qu'une existence mathématique, alors que les physiciens Aharonov et Bohm ont démontré en 1959 que ce potentiel vecteur a bien une réalité physique, via les faits qui portent désormais leur nom. Et ce potentiel vecteur n'est rien d'autre que la densité de quantité de mouvement de l'éther. Dans sa théorie de 1864, James Clerk Maxwell donne même l'explication de la gravitation, comprenant que la densité d'éther est différente au sein de la matière par rapport au vide, ce qui crée alors un vent d'éther par différence de pression. Isaac Newton l'avait même compris près de 200 ans auparavant, dans cette célèbre lettre envoyée en 1679 au physicien et chimiste irlandais Robert Boyle, connu pour ses travaux sur les gaz. Il s'agit de la cause de la gravité. À cette fin, je suppose que l'éther est constitué de parties qui se distinguent les unes des autres par leur subtilité à des degrés indéfinis, que dans les pores des corps, il y a moins d'éther brut, en proportion du plus fin, que dans les espaces ouverts, et par conséquent, que dans le grand corps de la Terre, il y a beaucoup moins d'éther brut, en proportion du plus fin, que dans les régions de l'air. Mais celui qui a le mieux compris la physique de l'éther, c'est le génial inventeur Nikola Tesla, qui a déclaré le jour de son 81e anniversaire, le 10 juillet 1937, « Je suis revenu dans ce pays en 1892, désireux de me consacrer au sujet de prédilection de ma pensée, l'étude de l'univers. Au cours des 2 années de concentration intense qui ont suivi, j'ai eu la chance de faire 2 découvertes de grande portée. La première était une théorie dynamique de la gravité,
que j'ai élaborée dans tous ses détails et que j'espère donner au monde très bientôt. Elle explique les causes de cette force et les mouvements des corps célestes sous son influence de façon si satisfaisante qu'elle mettra fin aux spéculations oiseuses et aux fausses conceptions, comme celle de l'espace courbe. Seule l'existence d'un champ de force peut rendre compte des déplacements des corps tels qu'observés, et son hypothèse dispense de courbure de l'espace. Toute littérature sur ce sujet est futile et destinée à l'oubli. Ainsi sont toutes les tentatives d'expliquer le fonctionnement de l'univers, sans reconnaître l'existence de l'éther et l'indispensable fonction qu'il joue dans ce phénomène. Ma seconde découverte fut une vérité physique de la plus grande importance. Il n'y a pas d'énergie dans la matière autre que celle reçue de l'environnement. La notion d'éther remplissant le vide remonte à l'Antiquité, mais c'est le mathématicien et philosophe français René Descartes qui suggère 35 ans avant Newton, dans ses principes de la philosophie, que l'espace est rempli d'un fluide constituant une seconde matière. Selon lui, cet éther transmet la lumière et est organisé en larges cellules cosmiques, qui forment des tourbillons d'éther à l'origine des mouvements des étoiles et des planètes. Au cœur de ces tourbillons se concentre la matière, les planètes et les étoiles. Au début du XVIIIe siècle, grâce à leurs travaux sur la diffraction, les physiciens Thomas Young et Augustin Fresnel élaborent la théorie ondulatoire de la lumière, toujours valide aujourd'hui, s'appuyant elle aussi sur la présence de cet éther. Et plusieurs expériences chercheront alors à démontrer l'existence de cet éther. La plus célèbre est celle des Américains Michelson et Morley en 1887 à l'université de Cleveland dans l'Ohio, grâce à leur dispositif appelé interféromètre de Michelson. Leur hypothèse était que l'éther était fixe, et qu'il serait possible de mesurer la vitesse du vent d'éther généré par le déplacement de la Terre autour du Soleil. Ils espéraient réussir à mesurer des variations de la vitesse de la lumière de 30 km/s. Mais leurs mesures étaient entre 5 et 7,5 km/s. La science officielle retient que l'expérience a échoué et que leurs mesures donnaient un résultat non significatif, considéré comme nul. Les physiciens George Francis Fitzgerald puis Hendrik Lorentz élaborent alors une théorie de contraction des longueurs, dans le sens du déplacement, qui serait due à la surpression d'éther que subit un corps dans le sens de son mouvement, pour expliquer le résultat de Michelson et Morley. Cette théorie servira de base à Einstein, s'appuyant sur les travaux de Henri Poincaré, pour élaborer sa théorie de la relativité restreinte, tout en supprimant la cause physique de cette contraction hypothétique, à savoir l'éther. L'expérience de Michelson et Morley sera reprise dans de meilleures conditions par Dayton Miller, président du département de physique de Cleveland, en 1903 et 1904. Puis, après l'émergence de la relativité générale, de 1921 à 1926 au mont Palomar. Les mesures donnent alors des variations de l'ordre de 10 km/s. Ces travaux seront publiés dans le magazine Science et Nature en juin et juillet 1925. Et Einstein reconnaît alors, dans une lettre adressée au physicien Edwin Slosson, « Mon opinion sur les expériences de Miller est la suivante. Si le résultat positif devait être confirmé, la théorie de la relativité restreinte et, avec elle, la théorie de la relativité générale, dans sa forme actuelle, seraient invalides. » Le même Einstein avait pourtant reconnu le rôle de l'éther dans son célèbre discours à l'université de Leyde aux Pays-Bas en 1920. There are weighty arguments to be adduced in favor of the ether hypothesis. To deny the ether is ultimately to assume that empty space has no physical qualities whatsoever. The fundamental facts of mechanics do not harmonize with this view. According to the general theory of relativity, space is endowed with physical qualities. In this sense, therefore, there exists an ether. According to the general theory of relativity, space without ether is unthinkable. À partir de 1954, le français Maurice Allais, major de Polytechnique à sa sortie en 1933, physicien et prix Nobel d'économie en 1988, montre de nouvelles expériences aboutissant à la conclusion que les théories de la relativité restreinte et générale sont invalides,
comme indiqué dans son livre, publié en 1997, L'anisotropie de l'espace. L'un des plus ardents opposants à la relativité générale était Nikola Tesla, car dès 1891, il avait mis en évidence la présence de l'éther dans ses expériences avec de la très haute tension et de très haute fréquence, en cherchant à concevoir des ampoules à arc sans filaments et non bruyantes. L'année suivante, dans une publication de décembre 1892, il déclare qu'il a découvert l'existence d'ondes sonores électriques, c'est-à-dire des ondes longitudinales, totalement différentes des ondes électromagnétiques découvertes par Hertz en 1888. Les ondes découvertes par Nikola Tesla, aussi appelées ondes scalaires, ne sont pas reconnues par la science officielle, car cela reviendrait d'une part à admettre la présence de l'éther, et d'autre part à reconnaître que les équations de Maxwell telles qu'elles sont formulées aujourd'hui sont incomplètes. En 2003, le physicien néerlandais Koen van Vlaanderen a publié une version corrigée des équations de l'électromagnétisme qui permet de retrouver effectivement ce type d'onde comme solution des équations dites de Maxwell, qui avaient été reformulées et simplifiées en 1884 par le mathématicien anglais Heaviside. La compréhension de la signification physique des équations de Maxwell et de sa théorie de l'électromagnétisme, uniquement basée sur la présence de cet éther, est la clé pour la compréhension de la physique fondamentale, aboutissant à la grande unification entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, car tout devient alors très simple. Nikola Tesla avait compris que la gravitation est un vent d'éther, lié à une différence de pression entre la matière et le vide, comme l'avaient déjà compris Newton et Maxwell, et que toute l'énergie de la matière vient de son environnement. Il faut alors se représenter une particule de matière comme un mini-vortex d'éther en 3D, absorbant l'éther. La question qui vient alors naturellement est: que devient cet éther absorbé par la matière? La meilleure hypothèse est qu'il se transforme en onde de compression sphérique de très haute fréquence, donc en onde scalaire, la fameuse énergie libre, aussi appelée Frill. Sur cette chaîne, tu découvriras de nombreuses vidéos consacrées à cette redécouverte de la physique de l'éther, qui apportent des explications très simples au mystère de la physique actuelle. Les galaxies spirales n'ont pas besoin de matière noire pour maintenir la cohésion des étoiles à leur périphérie. Une galaxie spirale est un gigantesque vortex d'éther, avec un trou noir en rotation en son centre. Dans cet éther, la vitesse de la lumière est variable, comme dans tout fluide parfait. Et les trous noirs ne sont plus alors des aberrations mathématiques, comme expliqué dans la vidéo numéro 80. L'interprétation du décalage vers le rouge en cosmologie, appelé redshift, doit être revue en prenant en compte la présence de cet éther et d'une possible atténuation d'un signal lumineux proportionnelle à la distance parcourue, comme le soutenait Edwin Hubble, farouchement opposé à la théorie du Big Bang, contrairement à ce que tout le monde croit. Les images du nouveau télescope James Webb laissent d'ailleurs les astrophysiciens de plus en plus perplexes sur la validité du Big Bang. La gravitation est un vent d'éther, et un vaisseau voulant léviter dans le champ de gravitation doit s'isoler dans un vortex d'éther, qu'il crée par exemple en mettant en rotation un plasma d'ion lourd, comme du mercure ionisé. Comme l'a expliqué Étienne Klein dans l'extrait vidéo précédent, une particule a une masse nulle, car elle est elle-même un vortex d'éther. Et ce qu'on appelle la masse est en fait l'inertie, c'est-à-dire la résistance lors d'une accélération dans le champ de pression d'éther environnant. Un vaisseau qui s'isole de la gravitation dans ce propre vortex d'éther annule sa masse. Les équations corrigées de l'électromagnétisme montrent que des impulsions électriques de très haute intensité créent des surpressions dans l'éther. C'est ce que faisait Nikola Tesla avec ses bobines de Tesla. Et ces surpressions permettent à un vaisseau à antigravité de surfer sur sa propre vague d'éther, tout en conservant une masse nulle, d'où des accélérations fulgurantes. Sur cette chaîne, tu trouveras également des explications sur l'interaction nucléaire forte, qui n'a pas besoin de faire appel aux hypothétiques particules virtuelles appelées des gluons, en physique des particules, car c'est uniquement la force de pression externe d'éther
qui maintient la cohésion des noyaux. En partant de là, et de la formule de la gravitation dérivée de l'équation du vent, appliquée à l'éther, il est alors très simple de retrouver la célèbre équation E égale mc2, en une seule ligne de calcul seulement, comme indiqué dans ma vidéo 70. Comme l'avait compris Maxwell, le champ magnétique est la conséquence de la présence d'un flux d'éther tourbillonnant, et l'électricité, la manifestation de la déformation élastique de l'éther. Le génie italien de la physique quantique Ettore Majorana, en découvrant l'auto-ionisation du mercure, aurait-il compris que toutes les bases de la physique moderne étaient fausses, et aurait-il alors décidé d'organiser sa propre disparition? Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour que des physiciens de renom admettent que la physique moderne est bourrée de contradictions, d'incohérences, et qu'il est grand temps de tout remettre sur des rails, en repartant de cette énergie du vide, désormais présente dans toutes les branches de la physique, pour bâtir cette grande unification et découvrir de nouveaux horizons, autorisant l'humanité à voyager bien au-delà du système solaire. Si tu souhaites creuser le sujet, tu trouveras tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Et je te dis à bientôt, bye bye.